Bien, ben, merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion publique, ça fait plaisir de voir autant de personnes. Comme nous le faisons maintenant depuis 2020, à chaque fois qu'il y a un dossier d'aménagement ou autre important pour la commune, on est toujours présent pour discuter avec vous et avec les Barbantanais des enjeux et de ce que nous faisons, et d'essayer d'expliquer aussi nos choix, parce que c'est préférable de le faire devant tout le monde que lorsqu'on écrit des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, la réunion de ce soir, elle a pour objet de présenter le projet d'aménagement du site d'Orampal. Je pourrais revenir, mais je préférerais pour l'instant ne pas commencer là-dessus, à expliquer pourquoi on en est arrivé à ça. Mais ça, si vous voulez, je le ferai tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Et je vous présente donc Monsieur Philippe Roum, qui est donc le représentant du groupe Angelotti. Donc le groupe Angelotti, il n'est pas venu non plus comme ça, par hasard. On a fait une consultation, je me tourne vers Frédéric Barrier, qui représente l'établissement public foncier. On a fait une consultation et il est ressorti qu'on avait pas mal d'aménageurs qui ont répondu. Et il s'avère que c'est le groupe Angelotti qui a été retenu à double titre. D'abord par rapport au contenu de sa proposition architecturale et urbaine, et aussi par rapport, bien évidemment, à des éléments financiers, par rapport aux propositions qui nous ont fait au niveau de l'achat de la parcelle et du montant de cet achat, mais on pourra y revenir. Du coup, nous avons aussi Madame Agathe de Sage, qui est architecte urbaniste, si j'ai bien compris, et qui nous présentera tout à l'heure le projet, de manière à ce qu'on puisse y avoir une idée de ce qui va se faire sur cet emplacement-là. Nous avons aussi Monsieur Sébastien Plantenel, qui est du groupe Angelotti, ou en tout cas un bureau d'études, je ne sais pas, excusez-moi. Groupe Angelotti, qui est plutôt sur le côté technique, je crois. C'est ça? Voilà. Donc, et pour finir les présentations, donc, Monsieur Frédéric Barrier, établissement public foncier, Anaïs Circomara, qui est donc l'élu à l'urbanisme et à l'aménagement, et Mathieu Stenfeld, qui est le directeur général des services. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Roum, pour que vous puissiez présenter le projet. Et après, comme on le fait à chaque fois, si vous avez des questions à poser, on essaiera d'y répondre. Voilà, merci. Vous pouvez prendre le micro. Donc, bonsoir. Donc, je suis Philippe Roum du groupe Angelotti, directeur de programme. Comme l'a évoqué Monsieur le maire, nous avons été désignés donc, suite à un appel d'offres qui s'est déroulé durant l'année 2024 sur votre projet que nous allons vous présenter ce soir. Donc, il s'agit d'un projet, apaisé qui comporte 48 logements, donc avec des hauteurs maximales qui iront au R+1. Et également le traitement des logements collectifs sous forme de petits plots. Donc voilà, je vais passer la main donc, à Agathe de Suge du cabinet Calemonde qui va pouvoir vous présenter ce projet. Merci. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux ce soir pour la présentation de ce projet. Donc on va commencer par peut-être des photos du site. C'est vrai que Barbantane, donc c'est un village du 13 et on souhaitait vraiment avoir une approche particulière qui se rapproche des typologies d'habitat aux alentours afin d'avoir un projet qui s'insère vraiment dans ce contexte urbain. Donc en plus c'est un projet qui est très visible, donc sur une route qui est assez fréquentée, qui va jusqu'à l'abbaye de Frigolet, avec une belle oliveraie en tête de projet, qu'on a souhaité de conserver bien sûr, puisque ça fait part de la qualité et de l'image de Barbantane, avec ses beaux oliviers, le petit moulin à côté, etc. Donc tous ces éléments mettaient vraiment en valeur ce site, et on a souhaité du coup bien travailler par rapport aux limites, afin que le projet s'intègre parfaitement. Donc c'est vrai que là, on a l'échelle du quartier, et après, nous avons donc le projet qui représente une partie de cet îlot qui est déjà urbanisé avec beaucoup de maisons individuelles. On a de la maison individuelle plutôt étalée et nous avons également un projet ici qui a été construit qui est un petit peu plus dense. Et c'est vrai qu'on a choisi de repartir de cette typologie d'habitat pour développer donc 48 logements sur la parcelle du projet. Après, on a beaucoup travaillé par rapport à la végétation, qui est vraiment un élément phare de ce projet, parce que vous avez non seulement l'oliveraie qui se trouve ici,
mais vous avez également tout un corridor végétal avec une pinède qui est existante, que l'on trouvait intéressant de prolonger avec ce projet. Et en plus, cela crée donc une distanciation par rapport au lotissement existant à l'est. Et donc, ça permettait de créer vraiment une marge de recul qui permette l'insertion de ce projet. Donc là, vous avez le plan masse avec le livret du coup en tête de projet. Et après, on a travaillé sur une gradation des typologies de manière à ce qu'on parte d'un habitat de moins en moins dense et en le densifiant petit à petit jusqu'à se rapprocher de l'olivret, toujours en restant en R+1 seulement et en retravaillant la typologie de l'habitat en R+1, donc de la maison. Donc, pardon. La structure végétale en fait permet vraiment d'organiser le projet. C'est ce qui a permis en fait de créer le maillage donc des voies piétonnes, des voies circulables et également de positionner donc tous les éléments qui permettent aujourd'hui à 48 logements de s'installer sur cette parcelle. Donc il y a l'olivret qui devient également un lieu de promenade qui vient se lier à un corridor vert à l'est qui ferait donc du coup cette mise à distance avec le lotissement existant. Et puis on a également une venelle piétonne au centre de la parcelle qui permettrait de rejoindre, actuellement vous avez un passage piéton à peu près à la moitié de cette parcelle, et donc qui resterait la liaison entre l'ouest de l'avenue de Frigolet, enfin la route menant à Frigolet, et cette parcelle. Et on a également travaillé donc depuis l'avenue, depuis la route, à conserver la végétation existante de manière à ce que le projet ne soit pas, qu'on n'ait pas des masses urbaines construites perceptibles immédiatement depuis la voie, mais qu'on ait également cette perception du végétal. Après, vous avez une allée plantée donc au sud qui permettra l'accès à tout ce qui est l'eau libre, donc des parcelles un peu moins denses, avec des maisons individuelles. Et on a gardé bien sûr la haie existante au sud de la parcelle. Donc ça c'est le plan masse du projet. Donc vous avez ici donc 10 lots à bâtir qui sont un petit peu moins denses et qui du coup s'intègrent bien dans la continuité des habitations déjà existantes. Ensuite, vous avez 18 lots qui sont un petit peu plus denses et qui s'organisent de manière accolée. Donc là, on a vraiment travaillé sur donc de la typologie de maison mitoyenne qui permet en fait d'avoir des terrains plus petits, mais donc qui permet également à d'autres types de familles d'accéder au logement. Et puis après, vous avez de l'habitat encore un petit peu plus dense avec des petits collectifs en R+1. Et c'est vrai que pour que ces collectifs soient intégrés dans le secteur urbain de Barbentane, qui est composé quasiment que de maisons, on a vraiment retravaillé cette typologie de maisons en les accolant de manière à ce que ça forme des petits groupes de 4, 6 ou 8 maisons, 8 appartements, un peu comme si 2 maisons étaient accolées. Donc on travaille aussi beaucoup avec des circulations extérieures, de manière à ce que ça puisse donner cette perception de volume un petit peu séparés et donc cette perception de petites maisons qui viennent s'accoler les unes aux autres pour qu'on n'ait pas cette perception d'un collectif massif. Et après, donc, on a le cheminement qui continue dans l'olivret, qui permet là, du coup, de se rediriger vers le moulin et vers toutes les balades que l'on connaît bien aux alentours de Barbentane. Après, donc, on a différencié aussi les parcours piétons et véhicules, de manière à ce que ce quartier soit agréable pour tout le monde. Donc, on a une voie à sens unique qui permet de boucler et qui permet donc de circuler vraiment en sécurité. L'objectif, c'était de créer le moins de flux possible vers la route de Frigolet. Donc, c'est uniquement une entrée, on ressort par l'arrière, de manière à ce qu'il y ait une mise en sécurité tant des piétons que des véhicules qui se fassent. Et après, on a des cheminements piétons qui viennent mailler l'ensemble du terrain. Donc, on a des liaisons piétonnes nord-sud et est-ouest qui permettent de traverser l'ensemble de la parcelle et qui sont toujours accompagnées par ce végétal qui est très présent dans le projet. Oui, on a 97 places de stationnement aérien, alors qu'on a 48 logements, donc c'est quand même assez conséquent.
Alors, on a essayé de penser ce quartier autour de lieux de rencontre et de lieux de vie. Donc, on a identifié plusieurs points importants et qui pouvaient être intéressants pour flâner, notamment. Donc, on a l'Olivret, qui est vraiment une grande richesse sur ce terrain, avec un petit Mazet, qui pourrait être un lieu de rencontre pour les randonneurs, et puis peut-être pour donner aussi quelques informations touristiques, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de randonneurs qui viennent jusqu'à ce terrain-là. Après, on a un potager qui serait animé pour les logements un peu plus denses, qui permettrait à ces personnes de bénéficier d'un extérieur également. Et puis après, on a un parcours de santé donc, qui se développe à l'est et qui, du coup, permet d'utiliser cet espace qui mettait de la distance avec le lotissement existant, qui devient vraiment un espace accessible à tous et donc, du coup, vraiment qualitatif. Voilà. Donc, on a également travaillé avec un paysagiste de manière à développer des strates de végétation à différents niveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on plante sur plusieurs strates, donc la strate arborée, la strate arbustive et la strate des vivaces ou des plantations basses, on développe beaucoup plus de biodiversité. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on a un stade, donc il y a une seule strate de végétation on va dire, alors que dès qu'on va commencer à planter différents types d'arbres et d'arbustes, on va ramener là aussi plus de biodiversité. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur la continuité avec le corridor écologique, donc la pinède existante, de manière à recréer un lien végétal à travers ce quartier. On a aussi eu une attention particulière aux haies existantes qu'on a du coup conservées dans le projet, qui se trouvent ici et qui se trouvent le long de la route de Frigolet. Pour la gestion hydraulique, du coup, donc c'est un principe de nue douce en fait, qui récupère les eaux au plus près des habitations, de manière à ce que l'eau soit gérée plus facilement et que ce soit redirigé vers les espaces verts. Donc ça participe également au développement de la végétation. Alors l'objectif de ce quartier, c'était quand même d'amener différentes réponses, donc une diversité d'habitats pour répondre à différentes demandes. Donc, on a de l'habitat qui est, je dirais, 10 maisons individuelles, qui sont classiques, avec des lots à bâtir. Après, on a 18 maisons groupées, donc ce sont des logements accolés. Ça reste de la maison, avec un extérieur, avec un petit bout de jardin, une petite terrasse. Et après, on a 20 logements superposés qui, là, bénéficieront du jardin partagé, en fait, de ces petits potagers partagés. Pour les 18 logements, c'est vrai que la maison accolée, c'est quand même une typologie d'habitat qui est assez particulière. Et donc, on avait choisi, donc, dès le stade du concours, de développer l'habitat et donc de dessiner l'intérieur des logements. Et c'est vrai qu'on a imaginé ça comme des modules qui puissent aller du T3 au T4 au T5, de manière à pouvoir répondre à un maximum de demandes sur ces terrains. Donc, c'est des terrains qui sont assez petits, et sur lesquels on peut quand même développer des habitats allant jusqu'au T5. Donc c'était ça qui était très intéressant. Après, du coup, Angelotti a choisi de travailler avec Panomur. Voilà, donc Panomur, c'était une société donc, qui a un principe constructif basé sur des modules. Donc en fait, ils assemblent des panneaux dans des locaux et c'est à Miramas. Donc en plus, c'est intéressant parce que c'est un circuit court et ça se fait au niveau local. Et donc, si vous voulez, ça a une empreinte carbone qui est très intéressante puisque finalement, il n'y a pas tous les allées et venues de tous les artisans et tout est assemblé dans ces usines et donc autour d'une ossature bois pour la maison. Et donc on gagne pas mal de temps et au final on a pu visiter ces maisons, on a travaillé même avec eux et monsieur le maire et ses conseillers sont venus et ont visité une opération donc du côté de Clapier dans l'Hérault et en fait on se retrouve avec des logements totalement comme vous pouvez le voir sur l'autre photo tout à fait basique et conventionnel quoi. Donc en fait c'est vrai que c'est un principe qui est assez intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'on a proposé cette innovation puisqu'on essaie quand même de
de mettre en place des procédés innovants sur cette opération. Et puis le fait de gagner du temps en rapidité de chantier également, ça limite les nuisances aux riverains et c'est vrai que ça peut être très intéressant de partir sur ce type de solutions donc assez innovantes qui permettent de développer des logements qui répondent à toutes les contraintes architecturales que l'on peut avoir sur ce site. Voilà. L'objectif aussi, c'était bien sûr de faire attention à l'ombrage et à la fraîcheur des logements. Donc on a orienté un maximum de logements nord-sud, donc justement pour pouvoir permettre d'avoir des aérations et d'avoir des logements traversants à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très important de développer aujourd'hui des logements qui permettent de vivre à des températures, je dirais, acceptables tout au long de l'année. Je peux rajouter que c'est une perspective là. En fait, vous voyez la partie piétonne qui est au centre de la partie avec les 18 logements, les maisons destinées à des primo-accédants en fait. Et il n'y aura aucun véhicule qui pourra accéder, en fait, circuler dans cette partie, ne seront que des piétons. Alors quand même, les véhicules de secours incendie, puisqu'on a vu les pompiers, monsieur le maire, je crois que donc là, ils devront pouvoir y accéder. Mais en fait, vous avez cette vue et ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Je rajouterais également que, alors si on peut revenir juste, oui, en fait, on a travaillé donc ces modules également en lien avec des espaces de stockage qui viennent faire la transition entre l'espace public et l'espace privé. Et donc l'objectif, c'était que ça puisse développer plus de mobilité douce. Donc non seulement c'est une voie qui est destinée aux piétons et aux vélos, et on peut y accéder en voiture ponctuellement, bien sûr, pour tout ce qui est services de secours, d'incendie, etc. Alors là, on a des logements donc du T2 au T4, donc il s'agit des logements superposés. Donc ce serait une résidence intergénérationnelle, seniors et jeunes couples. Donc il y a 10 T2, 8 T3, 2 T4, donc ce qui permet de développer quand même pas mal de chambres et de développer pas mal de logements, donc ce qui répondait à une des contraintes du projet. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de rester sur un quartier donc à taille humaine, donc vraiment de rester sur du R+1, de rester sur cette typologie de maisons individuelles, donc qu'elles soient en lot à bâtir ou qu'elles soient groupées ou que ce soit des logements superposés. Voilà, c'était vraiment l'objectif principal de ce projet et bien sûr de faire la part belle au végétal, donc qui permet quand même de bénéficier de logements de qualité, amener de la fraîcheur. Les îlots de fraîcheur dans le sud de la France, c'est vrai que c'est toujours appréciable. Voilà, on vous laissera sur cette image d'un nouveau quartier collaboratif avec donc des espaces de rencontre, de la végétation et de l'habitat qui semble adapté à un village. Pour que vous compreniez, c'est une perspective depuis l'Oliveraie et on voit donc ce que pourraient donner les petits plots de logements collectifs. Donc vous voyez, c'est vraiment sous forme de bâtiments assez petits. Voilà, on est vraiment loin des logements collectifs sous forme de grands bâtiments. Donc voilà, je trouve que la vue est assez sympa. C'est bon. Voilà, merci pour cette présentation du projet qui permet donc de voir quels sont les grands principes d'aménagement urbain sur le site. Est-ce que vous avez des questions? On est là pour y répondre. Alors, juste, je vais dire, vous levez le doigt, chacun pourra parler, bien évidemment, et vous attendez qu'on vous donne le micro, et voilà, et tout le monde s'écoute. Bonsoir. Je voudrais savoir, sur le plan masse, là, quand on voit, il y a des carrés... Et on voit des toitures, c'est des toitures roses, je pense que c'est des toitures en tuiles, et on voit des carrés blancs, ce sont des toitures terrasses. Alors, donc c'est vrai qu'on avait fait une première proposition en toiture terrasse, parce qu'on souhaitait proposer différents types d'habitats, donc de toiture. Mais suite à plusieurs discussions, notamment avec l'ABF, elle nous a demandé de remettre peut-être plus de toitures tuiles. Donc ça, c'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges en ce moment avec l'architecte des bâtiments de France, donc qui s'occupe de ce projet qui est juste à côté d'un monument assez important. Et donc du coup, on reviendra sûrement sur de la toiture tuile, en partie.
Et les toitures terrasses, elles étaient prévues de traiter comme un gravier Alors, on fait toujours une étanchéité protégée par gravillon, toujours. Donc vous allez mettre plus de tuiles, quoi, si je comprends bien. Plus que ce qui est prévu là-dessus. Donc, effectivement, Et est-ce que vous avez déjà prévu un coloris des façades, des trucs comme ça, une insertion avec les façades et tout? Alors, on vous a montré des images de projet. C'est vrai que les coloris, etc., on n'en est pas là encore. Pas à ce stade. Donc, juste pour rajouter par rapport aux toitures terrasses, effectivement, moi j'ai fait le rendez-vous avec l'ABF et avec Marie-Pierre Cail. Et donc effectivement, on va diminuer le nombre de toitures terrasses. Elle voulait qu'il y ait des toitures terrasses juste sur les éléments de liaison entre les bâtiments. Voilà. Donc après, effectivement, le projet, on est encore en train de le travailler. Il y a encore du travail. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, il n'y a rien qui est complètement figé. Je crois qu'il y avait une question. Ah, vas-y Céline, tu peux donner le micro. Oui, bonsoir. Vous voulez faire des constructions en bois, j'ai bien compris, structure au bois, ossature au bois, dans un milieu... Ossature bois. Ossature au bois, dans un milieu à très haut risque d'incendie. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous allez exposer une cinquantaine de logements à ce gros risque? alors, Je m'adresse déjà, aussi à monsieur le maire. alors Voilà, sans compter qu'en cas de problème, d'incendie, comment on évacue les gens par la ruelle du bas du village? S'il fallait partir rapidement, les gens ils s'évacuent où? Par une petite ruelle. Il y a déjà Alors, pas mal de monde dans le quartier là-bas. Si vous rajoutez une centaine de voitures, alors, à mon avis, ça va faire des gros embouteillages. je vais juste répondre par rapport aux panneaux bois. Les panneaux bois, bien sûr, ils réfléchissent déjà à ce type de problématique avant de les mettre en œuvre. Et tous les matériaux ont un classement au feu. Et ces classements au feu sont très regardés par les pompiers qui nous accompagnent également sur ce projet. Et c'est pourquoi la Venelle, elle est bien sûr accessible au service du SDIS. Et techniquement parlant, il n'y a pas de contre-indication parce que ces panneaux, c'est de l'ossature et que donc elle est protégée. Juste répondre aussi que par définition, on a l'accord du SDIS. Si on n'avait pas eu l'accord du SDIS, on ne présenterait pas le projet. Donc c'est que le SDIS a estimé que les moyens de défense incendie étaient suffisants. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce projet. On n'est quand même pas fou. Et surtout après ce qui s'est passé en 2022. Je voudrais quand même rajouter aussi qu'on est bien placé pour le savoir tous, que la doctrine quand il y a le feu, c'est le confinement, c'est pas l'évacuation. Normalement, on reste chez soi. J'ai provoqué le 18 juillet à 18h l'évacuation d'une partie de Barbantane, s'il vous plaît, dans la mesure où j'estimais qu'il fallait le faire parce qu'on était dans une situation limite. L'EHPAD a été confiné le 18 juillet au soir. Et voilà, donc il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. On est déjà responsable, monsieur. Sinon, non, mais prenez le micro par contre. Prenez le micro. Non, mais Le dernier incendie, on nous demandait d'évacuer les maisons. Donc, et là, vous êtes en train de dire... non, je vous ai dit, je viens À de dire la même contrario chose du que SDIS, je viens de dire la même chose que C'est vous, que vous monsieur. dites, on va confiner les gens. Je viens de dire la même chose que vous, monsieur. Je viens de dire exactement la même chose que vous. La doctrine, c'est le confinement. Le 18 juillet, effectivement, j'ai pris la décision de faire évacuer à peu près 1 millier d'habitants parce que le feu nous arrivait dessus et que j'ai estimé, parce que j'étais aussi la personne responsable, que les pompiers n'avaient pas suffisamment de moyens humains, enfin matériels, pour pouvoir défendre toutes ces maisons, et que c'est moi qui ai décidé, et je l'assume, et j'en suis très heureux. Mais vous remarquerez par exemple que le 18 juillet 2022, l'EHPAD n'a pas été évacué, la résidence autonomie n'a pas été évacuée. Les forces ont été positionnées autour des bâtiments pour sauver les gens qui n'étaient pas évacuables. En l'occurrence là, il n'y aurait strictement aucun souci. Quant à la petite ruelle dont vous parlez, moi, vous voyez la bande traversante, elle arrive après sur la rue du chemin de Bretoul, et après on descend sur la descente de Rampal, où on part du côté de Frigolet. C'est pas une petite ruelle, enfin, il y a de la circulation, pas de problème.
Non, bah, vous avez dit que c'était une petite ruelle. Non, enfin, j'ai même été étonné. Une petite ruelle, c'est ce qu'il y a dans le centre ancien. Mais là, c'est pas une petite ruelle. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je vois des... Non, c'est des mains qui se lèvent, ça, ou c'est des... Alors, attendez, par ordre de lever de doigts, monsieur au fond à gauche, là-bas. Et après, ça sera le monsieur en jaune. Céline, écoute un peu. Ça sera le monsieur en jaune. Apparemment, à Barbantane, on manque de logements sociaux. Je voudrais savoir combien de logements sociaux seront créés sur ce site. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais me livrer à une petite démonstration pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Mais ça nécessite, on a préparé un certain nombre de slides, que je puisse parler pendant 5-6 minutes pour que je vous explique pourquoi on en est là. Donc, le temps que M. Bourbousson puisse prendre l'ordinateur, je vous expliquerai. Là, en tout cas, pour répondre à votre question factuelle, sur les 48 logements de Rampal, il y en aura 28 en accession libre, en marché libre, d'accord ? Et il y en aura 20 qui seront en logement social, 8 en accession sociale à la propriété et 12 en locatif social. Mais, puis je reviendrai, vous verrez qu'à la fin de ma démonstration, je vais retomber sur mes pattes et que je vous parlerai de ça. C'est bon, Laurent? Tu me dis? Donc voilà, juste, bon, déjà vous dire, bon, vous le savez tous, on est arrivé, nous, aux élections en 2018. Donc on a pris les dossiers en cours, et les dossiers qui étaient ceux qui étaient à l'époque. La loi SRU, c'est 2003. Et elle imposait à toutes les communes de plus de 3500 habitants d'avoir 25% de logements sociaux. Lorsqu'on arrive en 2018 à la mairie, il y a à peu près 7% de logements sociaux à Barbantane. Il y en a à peu près 150. Dont 45 à l'EHPAD et 55 à la résidence autonomie, et une cinquantaine qui était l'ancienne école privée, un certain nombre de locatifs sociaux dans le village, et les logements qui sont juste à côté. Donc, en février 2020, la majorité municipale décide d'instituer ce qu'on appelle le droit de préemption urbain. C'est quoi le droit de préemption urbain? C'est la faculté qu'a la commune, pour un motif d'intérêt général, de pouvoir acheter un bien lorsqu'il est à la vente. Monsieur Durand veut vendre à Madame Dupol. La mairie, fatalement, si elle est intéressée, peut préempter et achète la maison en question pour réaliser généralement un projet d'intérêt général. Je précise qu'en février 2020, quand nous délibérons, l'opposition de l'époque vote contre. Et ça aura son importance, vous allez voir pourquoi. En juillet 2020, il faut se repréciser aussi qu'on était en pleine période de Covid, souvenez-vous, nous nous retrouvons devant un permis d'aménager d'une société que je nommerai pas, sur les terrains Bourdin, qui veulent construire 5 villas. Excusez-moi, j'ai pas forcément les... Voilà. Donc vous avez le projet là-dessus. Je précise aussi que c'est pas nous qui avons rendu constructibles les terrains Bourdin et Rampal. Ça l'était déjà depuis longtemps. D'accord? Donc je me retrouve devant ce permis d'aménager dans mon bureau en tant que maire et j'ai le choix. Ou je fais rien et ces villas se construisent sur les terrains Bourdin, ou j'interviens et je préempte. Avec la majorité que je consulte, on décide tous qu'il faut préempter. Et on décide de la préemption. Cette préemption, on fait passer les domaines, parce que ça ne se fait pas comme ça, est estimée à 480 000 euros. Et de tête, le 22 décembre, je signe un document où je préempte les terrains Bourdin et j'interviens et je fais intervenir l'établissement public foncier pour que ce soit lui qui achète. C'est-à-dire que ce n'est pas la commune, ce n'est pas le budget communal qui a dépensé cette somme de 480 000 euros, c'est bien l'établissement public foncier. Le 25 décembre 2020, un joli cadeau de Noël, le préfet des Bouches-du-Rhône prononce la carence, l'arrêté de carence de Barbantane sur la loi SRU, ce qui signifie, pour ceux qui ont oublié, parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, que nous sommes taxables d'un prélèvement, qui est un prélèvement SRU, qui était à l'époque d'à peu près 120-140 000 euros,
et que surtout, il nous impose de construire, tenez-vous bien, 340 logements sociaux jusqu'en 2025. 170 dans la période 2020-2022, 170 dans la période 2023-2025. On se retrouve face à un mur. Et en plus, je parle sous couvert de l'EPF, il m'enlève le droit de préemption. C'est le préfet qui peut préempter, qui se substitue à la commune pour notamment réaliser des logements sociaux. Face à ça, on a réagi, à mon avis, en bon père de famille, et on avait 3 solutions. On rejetait tout, on faisait les Gaulois, on ne faisait plus rien, et je vous expliquerai les conséquences que ça aurait pu ou que ça pourrait avoir. On faisait tout, 340, allez, on y va. Nous, on a choisi la position médiane, on a choisi d'en faire, mais pas jusqu'à 25%, et d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas du prélèvement trop important. Je rappelle quand même que 120 140 000 euros de prélèvement, un point d'impôt à Varmentane, c'est 50 000 euros. Donc 140 000 euros de prélèvement, c'est 3 points d'impôt. Souvenez-vous, on vous a consulté les Varmentanais. On a fait cette consultation où on vous a posé 3 questions. Et notamment, est-ce que vous voulez 25% de logements sociaux à Varmentane? Est-ce que vous acceptez de payer le prorata de la pénalité? Et vous nous avez répondu, on veut bien faire du logement social, mais on ne veut pas aller jusqu'à 25%. Et on est bien gentil, on est d'accord pour payer le prorata de l'augmentation qui était à l'époque de 1,23 points. Ça représentait à peu près 50 000 euros. Je ne suis pas resté sans rien faire non plus. J'ai écrit au président de la République. J'ai fait des propositions. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la loi SRU est une loi complètement injuste qui frappe les communes de plus de 3500 habitants. En France, il y a 35 000 communes. Il y en a 96% qui ont moins de 2000 habitants. En clair, on fait reposer le poids du rééquilibrage du logement social sur 4% des communes. D'accord ? Et j'ai proposé au président Macron que plutôt que ce soit les communes de plus de 3500 habitants qui doivent faire plus de 25% de logement social, que ce soit toutes les communes, mais que 15%. Aujourd'hui, par exemple, Boulbon, il n'est pas embêté, il n'a pas de logement social à faire, il fait moins de 3500 habitants. Donc ça crée quand même des inégalités. Ben, vous avez fait le résultat. La loi, pour l'instant, n'a pas changé. J'ai écrit aux députés, j'ai écrit aux sénateurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne suis qu'un petit maire. Je suis fier d'être le maire de Bramantane. Je fais tout ce que j'ai pu dans mon pouvoir. Si après les autorités supérieures ne nous écoutent pas, ça sera après à nous de voir ce qu'on compte faire. Je ne me suis pas non plus... j'ai resté aussi offensif sur un autre dossier. C'était le fait qu'on puisse bénéficier d'un échange entre les terrains broussiers et les terrains fontaines. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les terrains fontaines, c'est les terrains du stade Henri Fontaine, autour des arènes, tous les prés que vous voyez, etc. Aujourd'hui, ces terrains-là sont constructibles. Il faut que vous sachiez que n'importe qui peut venir déposer un projet d'aménagement et réaliser pour 4 hectares. Là, on est sur 1 hectare à Rampal. Là, ça serait 4 hectares. Il s'avère que bêtement, vous l'avez entendu parler aussi, il y a un PPRI, un risque d'inondation, etc. Et qu'en 2016, les terrains broussiers, le fameux legs broussier, 4 hectares aussi, eh ben, ils ont été frappés d'interdiction de constructibilité, au titre du fait qu'ils étaient inondables. Sauf que quand on regarde un peu les choses, vous reconnaissez quand même qu'on a un peu travaillé, la cote NGF, quand vous êtes sur le stade principal Henri Fontaine, elle est plus haute, elle est plus basse que la cote NGF de Broussier. En gros, en cas d'inondation, le stade de Fontaine s'inonde davantage et plus vite que le terrain Broussier. Donc j'ai essayé de négocier avec l'État et le préfet. Donc tout ça, c'est des courriers qui doivent défiler, on peut les mettre à disposition, de manière à dire, attendez, ok, je m'engage à ne pas construire sur Fontaine, mais en contrepartie, ouvrez-moi les terrains à Broussier. J'ai eu une fin de non-recevoir des services de l'État, là aussi. C'est en ce sens où on n'a pas forcément des services de l'État très collaboratifs, les maires, et c'est quand même assez embêtant parce que sur des choses comme ça, ils auraient été un peu ouverts, on n'en serait pas forcément là. D'accord ? Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ?
on a fait qu'on a regardé et qu'on a essayé d'identifier les parcelles importantes qui restaient constructibles et bien évidemment de foncier communal. Puisque vous vous doutez bien que quand on construit du logement, qui plus est social, au moins le coût du foncier est fort, au plus le projet peut se faire. Et au moins les prix sont hauts à la fin pour la vente des gens. Donc, quand on a fait l'inventaire, on avait 4 sites de la ville de Barbantane propriétaires, où on n'avait pas besoin de demander l'autorisation de quiconque. Je vais vous les citer, vous les connaissez autant que moi. Rampal, la place des Arènes, et je rappelle que quand on est arrivé, il y avait un projet de construction sur la place des Arènes, qu'on a arrêté. La place du marché, qui est communale et qui est constructible. Et j'ai oublié, et bien évidemment, le stade de Fontaine, et ses 4 hectares. L'équipe majoritaire, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup discuté, et on a mis le veto sur 3. Il était hors de question qu'on construise sur la place du marché, il était hors de question qu'on construise sur la place des Arènes, et il était hors de question qu'on construise autour des arènes et sur les terrains de foot. Mais à un moment donné, il faut un peu lâcher les billes aussi, parce que face à tout cet environnement et toute cette situation, on a décidé effectivement, et on a commencé à réfléchir sur Rampal. Ce d'autant plus qu'on avait acheté Bourdin, que ça nous avait coûté 480 000 €, et qu'à un moment donné, il faut les rembourser. Donc on a commencé à travailler avec les services de l'EPF, avec le CAUE, avec l'Architecte des Bâtiments de France, pour arriver à, là c'est l'accouchement ce soir, le projet d'aménagement qui a été retenu, qui est celui du groupe Angelotti. Je tiens quand même à dire qu'au départ, l'État il me demandait 80 logements sur Rampal. Je les ai fait baisser à 48. Au départ, l'État il me demandait du R+2, du R+3. J'ai dit hors de question. J'ai même, je peux vous dire, j'ai eu une réunion assez houleuse en sous-préfecture où j'ai défendu le beefsteak et où j'ai dit, moi, maire, jamais ça se passera. C'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Et j'ai réussi à le faire passer. Donc, aujourd'hui, alors oui, on va parler un peu de l'OB, hein, tant qu'à faire. Vous savez que je suis un ancien joueur de l'OB, vous savez que j'ai joué à Rampal, je suis autant attaché que vous à ce stade. Mais à un moment donné, il faut se mettre face aux réalités des choses. Barbantane, ville de 4200 habitants, aujourd'hui a 4 terrains de foot. 4. Boulbon en a 2, Rognona en a 2, Graveson en a 3. Le stade Rampal, quand on est arrivé, 2-3 ans après, il n'était plus homologué pour les compétitions de foot. On ne pouvait plus jouer une compétition de foot à Rampal. Il nous avait même été, la commission de sécurité, je crois en mai 2023, nous a interdit de mettre des gens sur le stade parce qu'il était dangereux au niveau des vestiaires, de ceci et de cela. On s'est rendu compte que ce stade était utilisé à peu près entre 6 et 8 heures par semaine, 2 heures le lundi soir pour les vieux crampons du rugby, et 5-6 heures pour ou les jeunes de l'OB ou les féminines, je ne me souviens plus très bien. Reconnaissez quand même qu'un terrain d'1 hectare constructible qui est utilisé 6 heures ou 7 heures par semaine, avec la pression que vous avez au niveau, et en sachant que vous voulez aussi remplir vos écoles, que vous voulez aussi faire en sorte qu'il y ait une petite attractivité dans le village, notamment pour les commerçants, c'était de moins en moins tenable. C'est la raison pour laquelle on a décidé de passer à la consultation et qu'on a assumé le fait que nous construirions sur Rampal. Alors, je reviens sur l'OB. Gentiment, on a dit, bien, ces 6 heures-là, vous en avez vraiment besoin? Bon, on va essayer de voir avec les maires voisins si vous ne pouvez pas venir jouer 6 heures pour pas que vous soyez embêtés. Donc, ils m'ont demandé, le président du Camara, de contacter Rognona, Graveson, Boulbon et Armand. Bon, il y en a 3 avec qui ça n'a pas pu se faire. Il y en a un avec qui ça a pu se faire, ça a été Armand. Donc on a proposé au printemps dernier, qu'il puisse y avoir le stade annexe d'Aramon, pour lequel les petits puissent jouer. On n'avait pas besoin d'un terrain de compétition, puisqu'ils ne faisaient que de l'entraînement. Et donc ils sont passés 1 fois, 2 fois.
Ils n'ont pas fait plus que ça. Ils ont voulu ensuite avoir des velléités pour avoir le terrain principal d'Aramon. Malheureusement, et là, excusez-moi, hein, avec tout le baraquement qu'on a fait autour du stade, les Gitans, ils sont allés à Aramon ce coup-ci. Et donc, fatalement, ils ont bousillé le stade principal. Donc, malheureusement, le stade principal d'Aramon n'a pas pu accueillir l'Olympique Orantanais. Mais pourquoi il aurait accueilli? Non pas parce qu'il y avait un besoin pour les entraînements de 5-6 heures, c'est simplement qu'à un moment donné, Aramon n'avait plus de club de foot. La maire d'Aramon m'a dit « Waouh, c'est génial, en plus l'OB, on connaît la qualité du club. Donc si on peut faire une alliance et faire en sorte qu'on puisse avoir un club qui marche et qu'on remonte un club de foot à Aramon, moi ça m'intéresse. » Donc c'était du gagnant-gagnant. Et à Didier Ducamara, je lui ai dit « Écoute, tu vas avoir deux villes de 5000 habitants, donc tu vas avoir autant de joueurs. Et puis bon, Aramon a un peu de sous, donc peut-être qu'ils auraient eu des subventions aussi et tout. » Mais bon, tout ça, ça s'est arrêté. Je rappelle que c'est la municipalité actuelle, la majorité actuelle, qui a éclairé le stade du Pigeonnier il y a 3 ans. Et que le stade du Pigeonnier, du coup, ils peuvent recevoir des entraînements le soir. Et moi, quand il y a 1 an ou 2, je passais devant le stade du Pigeonnier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je me rendais compte qu'il n'était pas éclairé tous les soirs, qu'il n'était pas surutilisé, qu'il n'était pas totalement utilisé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi à l'OB, vous pouvez très bien venir jouer au stade du Pigeonnier. Il suffit simplement que vous preniez le créneau. Alors le club de rugby, les vieux crampons, ils sont arrivés le lundi soir. En plus, ils m'ont dit super, c'est mieux éclairé que là-haut, on est content. Et voilà, donc pour moi, la problématique de l'utilisation du stade Rampal par le club de l'OB n'est pas une question. Voilà. Je reviens et je finis. Le programme donc c'est 48 logements, 28 en privé et 20 en social. Je vous ai dit tout à l'heure 8 en accession sociale à la propriété et 12 en locatif. Là aussi je voudrais tordre le cou à ce qui se dit, s'écrit et qui est un gros mensonge. Parce que soit ceux qui les écrivent ne comprennent pas, soit ils vous manipulent. Les fameux 12 logements sociaux locatifs que soi-disant on réserverait au quartier d'Avignon, d'ailleurs il faudra me dire si c'est les beaux quartiers ou pas les beaux quartiers. Il faut savoir qu'il y a 4 attributaires dans les logements sociaux. Il y a le préfet, le maire, la présidente du conseil départemental, la présidente du conseil de Terre de Provence Agglomération. Pourquoi? Parce que dans les montages, il y a des garanties d'emprunt qui se font. Et en contrepartie, les collectivités en question peuvent avoir des attributaires. Donc, si on est sur les 12 logements sociaux de Rampal, on va faire simple, 3 chacun. Martine Vassal, Corinne Chabot, Jean-Christophe Daudet et le préfet. Les 3 miens, c'est bon, je peux les attribuer, on est d'accord là-dessus? À qui je veux, c'est moi qui décide. Martine Vassal a toujours dit, et je la remercie, à tous les maires du département, mon contingent, je vous le donne. C'est pas moi qui déciderai, c'est chaque maire qui décidera. Ça me fait 6. Corinne Chabot, présidente de Terre de Provence Agglomération, c'est pas moi qui déciderai, c'est chaque maire de TPA. Ça me fait 9. Il en reste 3. Les 3, c'est le contingent de l'État. Sauf que l'État, c'est 1% patronal. Donc il va mettre qui là-dedans? Des fonctionnaires. Il va mettre des policiers, il va mettre des pompiers, il va mettre des instituteurs. Donc le fait de dire, et là je suis très clair et très sérieux et je le dis devant tout le monde, qu'on va faire venir une population particulière d'Avignon est un énorme mensonge. Et ça, je veux que ce soit bien clair et bien dit. Et moi, maire, ça ne se passera jamais à Barbantan. J'aime trop ce village. D'accord? Et en plus, je vais vous rajouter autre chose. C'est que sur les 12 logements sociaux, sur les... Excusez-moi. Les 28 logements en accession en privé, on va avoir le fléchage ville. C'est vu avec l'aménageur Angelotti, il va peut-être pouvoir vous le confirmer, ça va être pour les Barbantanais. C'est pour nos jeunes, c'est pour nos enfants, c'est pour tout le monde. Vous croyez que je suis fou? Et je pense que offrir l'opportunité à des jeunes couples du village de pouvoir acheter, être propriétaire, soit sur le marché libre pour ceux qui en auront assez d'argent,
soit en accession sociale à la propriété pour ceux qui en auront un peu moins, et que ça nous fait garder nos enfants au village, que ça nous fait des petits qui vont aller courir dans les cours des écoles et qui vont aller acheter chez les commerçants locaux, excusez-moi, mais moi je trouve que ce projet, il est excellent. Je ne pense pas qu'on ait commis d'erreur ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette réunion devant tout le monde, fidèle à mes habitudes, parce que je n'ai qu'une chose à dire, quand je l'ai dit, c'est en face. C'est battu. Barbantane, on l'adore. Barbantane, on l'aime. Barbantane, ça fait 8 ans qu'on se bat pour faire en sorte de le valoriser. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à le pervertir ou à le détériorer. Voilà. Et pour finir, parce que je retombe sur mes pattes, souvenez-vous qu'il nous reste 480 000 € à rembourser. Et oui, j'ai oublié aussi. Souvenez-vous, même en 2020, on a été obligé on avait fait un dernier tract le vendredi soir, 2 jours avant les élections. Hey, ils vont couper les oliviers de Bourdin, ils vont construire un Bourdin et tout. La rengaine, l'ancienne, vous savez, ça revient comme un mauvais film là, à chaque fois. Là. Mais non, les oliviers de Bourdin, je m'excuse, mais ils demeurent. On les a sauvés. Mais, non, pas à quel prix. Enfin, après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, monsieur. Vous êtes, excusez-moi, je finis. Je finis ma démonstration. J'avais encore pour 1 minute. Les 480 000 €, il faut bien qu'on les rende. Ça fera cher l'olivier. Angelotti nous fait une proposition de 1 350 000 € pour acheter un pal. Donc, on va recevoir la commune 1 350 000 €. Moins les 480, on va dire, je vous la fais à la louche, il reste 900 000 €. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 900 000 €? Déjà, on va en mettre à peu près 600 000 en subvention foncière pour réaliser l'opération. Pourquoi on le fait? Pour 2 raisons hyper importantes. La première, c'est que quand on fait une subvention foncière à un bailleur ou à une opération sociale, ça vient en déduction des prélèvements de la loi SRU. C'est-à-dire que grâce à ces 600 000 € que je vais injecter, pendant 4 ans, Barbantane, on n'aura pas 120 000 € de pénalité. Et on n'aura pas de problématique d'équilibre budgétaire, et on n'aura pas de tension au niveau de la fiscalité, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le premier point. Excusez-moi, j'ai oublié du coup dans la logique le deuxième point de pourquoi on fait la subvention foncière. Et en même temps, oui, par définition, cet argent-là, ils vont pouvoir équilibrer l'opération, et ça va pouvoir tendre les prix d'achat plutôt vers le bas. Et ça va permettre à des barbantaniers de pouvoir acheter. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut que vous compreniez, le mécanisme, c'est pour ça qu'on a essayé de le retourner. Si vous vous faites prélever, si vous ne faites pas de logements sociaux, vous pouvez aller jusqu'à 5% des dépenses, des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Aujourd'hui, c'est à peu près 250 000 €. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on ne construit pas de logement, chaque année, Barbantane devra payer 250 000 €. Cet argent-là, il ne dort pas. Il le récupère et il finance du logement social. Sauf qu'au lieu de le financer à Barbantane, ils vont le financer à Cuges-les-Pins ou à Entraigues. Et donc, on capte des moyens sur des communes qu'on va donner à d'autres pour réaliser Et l'idée, c'est précisément d'orienter ces subventions foncières et tous ces crédits sur Barbantane, de manière à pouvoir qu'on puisse en prévaloir et qu'on ait 0 en termes de prélèvement social. C'est pour ça aussi qu'on fait le presbytère, c'est pour ça qu'on fait aussi l'immeuble Fontaine, avec des subventions foncières, qui sont aussi alimentées par des subventions de l'EPF, qui perçoivent aussi de ces droits de tirage que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc, et puis, il restera donc 300 000 € pour ceux qui m'ont suivi, puisqu'on en était à 900 moins 600. Mais ces 300 000 €, ça me paraît tout à fait naturel et logique de faire bénéficier les quartiers proches et les riverains. Et qu'on va refaire la route du Moulin de Bretoul, voire le chemin de la Côte, qui est dans un état particulièrement dégradé, l'éclairage public, les réseaux. Ça va nous permettre aussi de revoir tout le pluvial, parce que je sais qu'il y a des difficultés de pluvial, parce que l'eau qui dégouline, il y a des difficultés là-bas, et du coup tout le monde est gagnant. En tout cas, c'est ce que
on défend, et c'est ce que j'ai toujours défendu, et à chaque fois que j'ai eu à prendre une décision, je l'ai prise, je pense, pour l'intérêt du village. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Avec le monsieur là. Pardon monsieur, Ouais. une question tout à l'heure. Merci. Madame nous a dit qu'il y avait vraisemblablement 90 places de parking qui étaient prévues. Est-ce que j'ai bien entendu? Il y a 97 places. 97 places, 100 places de parking. On ne voit pas sur vos dessins magnifiques une voiture. Il n'y a que des piétons, il n'y a pas un véhicule pour accéder sur le... Donc ma question était la suivante. Donc il y a grosso modo une centaine de voitures qui vont circuler autour de ce lotissement. Ça fera 200, 300, 400 passages dans le village. Je voulais savoir s'il y avait un impact qui avait été étudié sur la traversée de tous ces véhicules dans le village, ou pas du tout. On fait abstraction, si vous voulez, de ce problème de véhicules sur les petites ruelles qui sont traversées par l'école le matin et de nouveau par ces 100 nouveaux véhicules. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur ce sens-là ou pas du tout? Pas du tout. Vous pensez que c'est aucun problème là en fait, hein, que ces 100 véhicules qui vont circuler matin, midi et soir ne posent pas de problème de pollution pour le village? Non, c'est une question. Hein, que je vous bien pose, sûr, hein. enfin, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas d'impact. Non, mais il n'y a Bien pas eu évidemment. d'étude. Non, mais oui, je ne vais pas vous mentir. Enfin, Merci. mais je ne pense pas que. Enfin, vous dites 400 allers-retours, ça ferait 4 fois les gens. Enfin, ou 2 fois. Oui, il y aura. Après, il y aura peut-être aussi la possibilité éventuellement de passer par la Saint-Michel de Frigolet. Enfin, je ne sais pas quels seront les. Mais oui, non, mais. Non, mais je sais que vous êtes contre et que vous allez prendre tous les arguments que vous souhaitez. Voilà, moi je défends mon projet, je l'ai défendu. Et puis voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, monsieur. Mais bien sûr, vous pouvez même reprendre le micro si vous voulez. Pardon? Non, il n'y a pas eu d'impact. Mais non, il n'y a pas eu d'étude. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle du projet, on a 2 places de stationnement par logement à partir du T3. Donc en fait, sur les 10 maisons, il y a les 10 terrains à bâtir destinés sur des lots de 300 mètres carrés, il y a 2 parkings non clos par parcelle, plus le garage. Donc on sait aujourd'hui que le garage, il ne sert pas forcément au stationnement. Et ensuite, vous avez pour les 18 logements à prix maîtrisé, en primo-accédant, les 18 logements, la partie centrale, il y aura 2 stationnements aussi par logement sous pergola. Parce qu'en fait, les stationnements qu'on voit le long sont sous pergola. Et après, pour les logements sociaux, à partir du T3, il y aura 2 places par logement. Voilà sur la partie stationnement du projet. Ouais. Je tiens à dire quand même que le département a été consulté aussi, puisque c'est une route départementale, et qu'il n'a pas émis, il a émis un avis favorable. Donc, je veux dire, le gabarit de voie est largement suffisant pour ce genre de fréquentation supplémentaire. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, aujourd'hui, l'EPF, il est propriétaire de Bourdin. Tournevire, à un moment donné, là. Ouais, on ne veut plus, finalement, on ne fait pas, on ne veut pas de logements sociaux. Non, on ne fait rien, rien. Ils peuvent construire sur Bourdin 100% de logements sociaux. Ils sont propriétaires. Ça, je vous laisse la responsabilité de ce que vous venez de dire. Si vous préférez ça, c'est votre choix, c'est pas le mien. Mais voilà, il y a ça aussi. Parce qu'à un moment donné, voilà, l'État demande aussi du résultat. Enfin voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Pierre-Joseph, Louis. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Les habitants de la fontaine de Rampal vont vivre en enfer. Ça, c'est bon, c'était pas mon but, ce que je voulais dire au départ. Par contre, je trouve que la mairie fait un beau cadeau aux lotisseurs, excusez-moi, mais tout le monde connaît le prix du terrain constructible à Parvatane. On est loin des 135 €. Donc la commune aurait pu ramener beaucoup plus d'argent dans les caisses. Oui, si ouais. tu veux. C'est pas le prix. Ben, c'est un prix. Non, c'est pas un prix. Mais c'est
Je réponds, c'est un prix qui est le meilleur prix que nous ayons eu sur l'ensemble des consultations. Et je le redis, c'est pas bradé. C'est pour faire en sorte qu'à la fin, le coût de sortie de l'opération ne soit pas trop onéreux pour permettre à des personnes qui en ont besoin de pouvoir acheter. Et après, autre question, c'est que la mairie a demandé à l'EPF d'acquérir beaucoup de terrain autour du rond-point. Pourquoi ne pas faire des maisons autour du rond-point où il y a une route principale, alors que là, il n'y a pas de route? Je le répète, la Fontaine des Remparts vont souffrir. Mais bon, j'y habite pas, c'est pas grave, mais c'est très compliqué pour eux. Enfin, si, tu y passes tous les jours. Quand Oui, mais tu as construit, tu as fait déjà 2 ou 3 allers-retours à chaque fois. Je crée déjà de la gêne à ces gens-là. Mais... Là, il va y avoir 200 voitures de plus tous les jours. Mais bon. Bien sûr que si. 100 voitures, ouais. Mais oui, mais écoutez, comment vous dire? Excusez-moi, je crois que je vous ai associé à toute la problématique et je ne peux pas être plus transparent et plus clair. Ouais. Nous avons choisi cette voie dans la mesure où nous avons considéré que c'était celle qui est dans le bon sens. Voilà. On est là, c'est la démocratie. Je n'ai pas la prétention de convaincre tout le monde, mais moi je trouve, et c'est pour ça que je viens devant vous ce soir, c'est que c'est plus que largement défendable et que c'est même joli comme projet. Il y avait une autre personne? Oh oui, monsieur. Ah, c'est bon. Petite question. Là, on parle des places de stationnement pour les habitants. Mais qu'en est-il des visiteurs? Parce que les visiteurs... Les visiteurs, évidemment, on a prévu des places visiteurs. J'ai pas le nombre en tête, mais qui correspondent à ce que demande le PLU. C'est réglementaire. Le PLU va dire, par exemple, dans certaines communes, là, j'ai pas le PLU de. Pardon, on a le maire à côté, donc. Comment? Maire à côté. Ah, le maire à côté. Donc du coup, en général, c'est une place pour 3 logements, une place visiteur ou une place pour 2 logements. Enfin, il y a des règles. Je peux me permettre? Excusez-moi, bonjour à tous. Alors effectivement, tout ce qui est place de stationnement, c'est réglementé en fonction du zonage dans lequel se situent les habitations. Et il faut savoir, et c'est un parti pris de la commune, que normalement pour les logements sociaux, ils ne sont pas soumis aux places de stationnement. C'est une exception qui est prévue par la loi. Et qu'en l'occurrence, à Barbantane, justement, on fait l'effort de rajouter des places de stationnement malgré le fait qu'on ne pourrait pas le faire, parce qu'on estime que justement, il ne faut pas que les logements sociaux, après, créent de la gêne pour le stationnement. Voilà. Voilà. La problématique... Mais mettez le micro, s'il vous plaît. Non, mais on posez une question, il n'y a pas de problème. Ah, en l'air. Bon. Donc voilà, pour le stationnement, donc là... Peut-être que vous allez pouvoir nous répondre, monsieur le maire, là. Donc, une place, 2 places par logement ou non. Je comprends ce que m'a dit la dame pour éviter, du coup, les contraintes qu'on ait du stationnement sauvage, hein, tout simplement. Hein. On les a rajoutées. Pardon, excusez-moi, ça sera privé, là. Ça sera privé. Voilà, je ne sais pas ce qu'on a dit. Donc, les visiteurs vont se mettre où? Ils se débrouilleront. Ça ne sera pas public, hein, ça sera une résidence privée. Parce que là, en plus de ça, rajouter, donc là, c'est bien. Donc admettons, si on compte 2 en moyenne, avec plus d'une centaine d'habitants qui vont débarquer. On a déjà des gros problèmes de stationnement sur Barbantane. On a une grosse difficulté pour stationner au quotidien, pour se rendre auprès de nos commerçants dans le haut du village. Comment on va faire à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a d'autres, du coup, ça va déboucher sur d'autres constructions de parking, des aménagements? Parce que sinon, on va avoir des habitants qui ne pourront toujours pas consommer dans le village. Après, donc, par contre, les 97 places, elles concernent les logements hors lots à bâtir. Les places de stationnement pour les lots à bâtir, elles sont à construire par les acquéreurs des lots. Donc, on a quand même 10 logements qui ne sont pas comptés dans ces 97 places. Donc, ça vous laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que ces 97 places, elles sont à destination de 28 logements seulement. Ça fait plus de 3 places par logement. Donc, ça fait quand même pas mal de places en plus. Et les places seront nominatives alors? Oui, bien sûr, elles seront nominatives puisque dès le dépôt d'un permis d'aménager, en fait, on est obligé d'attribuer des places au logement. Donc, c'est dès le permis d'aménager, effectivement, les places qui sont destinées à être vendues avec les lots sont indiquées. Et du coup, pour la question
du reste des parkings publics. Attendez, je vais vous répondre, parce que ça aussi c'est l'Arlésienne. Je suis désolé, Barbantane, c'est sur un éperon rocheux. Il n'y a pas comme à Gravozon ou à Rognona de surface plane sur lequel on peut faire de grands parkings. Il n'y aura pas forcément plus de parkings à venir pour des raisons simples, c'est qu'il n'y a pas forcément le foncier disponible et que c'est comme ça que c'est organisé depuis toujours dans la vie du village. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on défendait le fait qu'on n'ait pas construit sur la place des Arènes ni sur la place du marché. Je dis aussi une chose entre parenthèses. Après l'aménagement de la place du marché, il y aura autant de places de stationnement qu'avant. J'entends les rumeurs qui courent, on ne pourra plus se garer et tout. C'est pas vrai, il y en aura autant. Bon, je referme la parenthèse. On va aménager dans pas longtemps, le long du parc du château, mais côté lotissement Nuron, une vingtaine de places de stationnement pour essayer d'en avoir davantage. Ça va être fait dans peu de temps. Après, je m'excuse, mais bon. On peut marcher, hein, on peut faire du vélo. Enfin, Rampal, le course, à pied, je vous le fais en 5 minutes. Je suis désolé. À un moment donné, si on veut aussi avoir un village joli, mignon, on n'est pas obligé d'être dans le tout voiture et de se garer fatalement devant chaque commerce et autres. Ça fait partie du charme de la vie du village. Donc, ces circulations apaisées, on va dire, où quand même vous marchez sous les pins entre le moulin de Bretoul et la tour et que vous descendez dans le village pour boire un verre et puis vous repartez, je pense que c'est quand même en 5 minutes quelque chose de largement faisable. Donc voilà, moi je vous donnerai la parole, monsieur, je vois que vous levez la main. Voilà, donc le tout parking, ça ne sera pas possible. Le peu de foncier qui reste public va l'être soit pour conserver les places actuelles, soit... Bon, c'est Rampal, mais c'était pas un parking Rampal, je m'excuse, pour réaliser des opérations de logement. C'est tout. Parce que vous parliez d'intergénérationnel. C'est bien, donc on va avoir des personnes âgées. Donc vous faites les mouvements 5 minutes, les personnes âgées ou les très jeunes couples avec des poussettes. Vous savez, monsieur, quand on n'est pas... Moi, je veux bien comprendre. Mais à un moment donné, il faut être aussi constructif. Moi, j'entends ce que vous me dites. Je suis content que vous soyez constructif. Moi aussi, je le suis, la preuve. Juste, monsieur, pour vous répondre... Enfin, pour répondre à tout le monde, mais je pense que tout le monde le sait aussi. À côté de Rampal, il y a quand même un parking à l'heure actuelle qui permet quand même d'absorber du stationnement de véhicules, de gens que, par exemple, les personnes qui habiteront Rampal pourront éviter sans aucune difficulté. Parce que le parking du Moulin, je l'appelle comme ça, mais je pense qu'on est beaucoup à l'appeler comme ça, le parking du Moulin, accessoirement, pour le coup, là, il est vraiment à 1 minute à pied de Rampal. Et autant le dimanche matin, le samedi matin, il y a du monde et ça peut être difficile de trouver une place, autant vous pouvez y aller le soir, il n'y a aucune difficulté, ou en journée, il n'y a aucune difficulté pour trouver une place. Pas pour le coup. De quoi? Vous ne marchez pas la nuit? Non, je parle juste, accessoirement, il peut y avoir des personnes qui invitent des gens le soir à dîner et on peut se garer sur le parking du Moulin sans difficulté, y aller à pied. Il y avait une question du monsieur et juste pour revenir sur la question du stationnement, sachez-le, il y a eu une étude du Conseil d'architecture et d'urbanisme du département qui a été faite à Barbantane. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Barbantane n'est pas si mal loti que ça en termes de places de stationnement. Alors je sais que ça peut paraître difficile à concevoir quand effectivement on a du mal à trouver une place pour venir dans le centre du village. Mais sachez-le, l'étude démontre que par rapport à d'autres villes, Barbantane est plutôt dans la moyenne haute en termes de places de stationnement. Voilà. Ça a été fait comme étude en tout cas, sachez-le. Laurent, il y avait une question du monsieur au fond qui a levé le doigt tout à l'heure. Ah. Alors moi, on redonnera la parole. Bonsoir, moi j'aurais 2 questions. Au niveau intergénérationnel, comment se fait la répartition, l'attribution des logements pour qu'il y ait cette mixité en quelque sorte respectée? D'autre part, j'ai vu votre attention assez vive sur le prix du terrain, qu'il ne soit pas trop excessif lors de la cession. J'aurais aimé, en vue d'avoir des maisons à un prix d'acquisition raisonnable, j'aimerais savoir si aujourd'hui, vous pouvez nous donner une tranche de prix de ces maisons. Alors, sur les tranches de prix, je laisserai parler M. Rome qui pourra répondre sur le choix. Donc, en fait, c'est la façon dont c'est géré l'intergénérationnel. Oui, non, mais il va y avoir des candidats. On va prioriser les Barbantanais.
Donc je vais demander aux Barbantanais de faire candidater à la mairie, enfin pas pour être employé communal, mais pour pouvoir bénéficier d'un logement, et on va recevoir toutes les demandes. Après, on va regarder la capacité financière de ces gens, de ces familles, de ces foyers, soit à acheter, soit à louer. Et après, il restera 2-3 familles, enfin peut-être une famille par appartement, etc. Là-dessus, dans nos choix d'attribution, on va précisément mixer au niveau de l'intergénérationnel de manière à ce qu'il y ait un panachage. D'accord ? Ça, je réponds à votre première question, je pense. La deuxième question, c'est M. Roux qui va vous répondre. Alors, concernant les terrains à bâtir qui seraient pour des maisons individuelles, donc en accession libre, c'est-à-dire que libre de constructeur, en fait, vous achetez un terrain et du coup, après, vous avez recours à un constructeur ou à un architecte ou à un maître d'œuvre. Les 300 mètres carrés, on avait imaginé les vendre aux alentours de 140 000 €. Et voilà, ça, c'est des prix que je vous donne aujourd'hui, mais c'est quand même à peaufiner. Et ensuite, sur les maisons, les 18 maisons groupées qui seraient donc pour des primo-accédants, accession à prix maîtrisé, on avait imaginé donc les T3 de 76 mètres carrés commencer à 260-265 000 €. Donc ces maisons plus terrain, donc en fait, on proposerait une maison clé en main. Et pour aller jusqu'au T4, T5, maximum 299 000 €. Voilà, 300 000 € pour le T5, de 90 mètres carrés. Je crois qu'on a répondu à vos questions, madame. Alors, monsieur, et après, monsieur. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué, lors de la présentation de votre projet, le fait que ça allait dynamiser le village, notamment au niveau commerce. Je constate qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commerce sur Barbantane, et j'aimerais savoir comment vous allez développer l'activité commerciale en justifiant ce projet qui se trouve à l'extérieur du village. Alors, je vous trouve excessif sur deux choses. La première, il n'y a plus de commerce à Barbantane. Si vous deviez aller dans chacun demain matin, vous mettriez un certain temps, je pense. Ça, c'est la première réponse. Attendez, non mais... Oh, non mais... Ah si... Non mais... Non mais... Alors... Oui, il y en avait 3, il n'y en a plus qu'une, il va bientôt y en avoir 2. D'accord ? Voilà. Il y a 2-3 commerces qui ont fermé. 2-3 commerces qui ont fermé. D'accord ? Il y en a un qui vient d'ouvrir, et il y en a d'autres qui vont rouvrir. Et effectivement, c'est la lutte de tous les maires de France et de Navarre que de vouloir avoir des commerces et une dynamique commerciale dans le village. J'ai toujours dit qu'il revient aux maires de faire venir les gens au village et qu'il revient aux commerçants de les faire revenir. Il y a des commerces qui marchent très bien à Barbantane, où il y a la queue, il y a de la qualité, il y a de la réputation, il y a des gens qui viennent loin, de loin, pour venir acheter. C'est bien et c'est une bonne chose. Donc la commune de Barbantane et la municipalité cherchent à faire en sorte qu'il y ait une activité commerciale la plus importante que possible, ne serait-ce aussi qu'à travers l'image de marque du village, et à travers toutes les manifestations, animations que nous faisons. D'accord ? Il y a aussi, je m'excuse, mais une culture qui est française, enfin générale, pas propre à Barbantane, où on va faire ses courses à Auchan, où on va acheter sur Amazon, et malheureusement, les petits commerces en souffrent. D'accord ? Et je voudrais dire aussi, par rapport à la discussion de tout à l'heure sur se garer devant les commerces, etc. Qu'est-ce qui est le plus long ? Partir de chez soi en voiture ou en vélo ou à pied et aller sur le cours s'acheter à Utile, ou partir au Pontet, à Auchan, se garer dans le parking, faire 1 kilomètre que vous n'auriez pas fait pour aller à Barbantane, pour aller acheter des produits qui ne sont pas de Barbantane. Donc par définition, on fait tout en sorte pour développer l'activité commerciale sur le village. Et je rappelle aussi que le fait que nous puissions avoir à terme 400-500 habitants de plus, c'est des gens qui vont venir aussi consommer sur le village. Donc j'incite et j'invite l'ensemble des Barbantanais à consommer local, à modifier leurs pratiques aussi, parce que quand ils vont sur Auchan ou autre, ils prennent autant de temps, etc. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur.
quant au fait que j'aille au restaurant à Rognona, excuse-moi, je veux dire, je ne vais pas manger qu'au restaurant à Barbantane. Ça peut m'arriver d'aller dans d'autres restaurants, pas seulement d'ailleurs qu'à Rognona. Mais si vous en êtes, en termes de critique, à me critiquer, parce que de temps à autre, je vais manger, je vais aussi à Boulbon, je vais à Ramon, je vais dans notre ville. Oui. Voilà, donc je vais aussi à Barbantane. Voilà. Quant au fait que j'aille à Utile, je pense qu'il y a au moins la moitié des Barbantanais qui y vont aussi. D'accord ? Voilà. Et je reconnais que je vais à Utile, à Rognona, et ça ne me pose pas de soucis non plus. D'accord ? Voilà. D'autres questions ? On va peut-être encore en garder une ou deux. C'est bon ? Et encore un doigt qui se lève. Bonsoir. Au début de l'exposé, vous avez évoqué une voie verte au sud du lotissement en direction du quartier de l'Étang. Ça a intégré davantage le lotissement. Ouais. Et il se trouve que sur vos premières diapositives, qui sont très belles, il y a beaucoup de pins. Mais sur cette voie verte, il n'y a plus du tout de pins maintenant parce qu'ils ont été rasés. Et je voudrais savoir si vous comptez réarborer cette voie ou si vous imaginez prolonger le lotissement dans un second temps. Excellente question. En fait, il y a beaucoup de choses à ce que vous dites. Déjà, le premier chemin auquel vous faites référence, on a proposé au syndic de copropriété du lotissement de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir le rouvrir parce que précisément, ça aurait fait un chemin. D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure que l'ensemble du site serait privé, il ne sera privé. Il y aura quand même, j'avais négocié le fait que les chemins piétons entre Bourdin et qui traversent l'aménagement soit public. Et normalement, il devait déboucher ensuite sur l'étang, mais il fallait passer à côté du lotissement. Très bien la voie verte, là, sur voilà. cette photo. Donc, le syndic de copropriété a refusé. Ne veulent pas que nous ouvrions ce chemin. Donc, on ne va pas les violer. Ils ne veulent pas. Ce chemin, malheureusement, il s'arrêtera à l'intérieur de la résidence. Ça, c'est la première réponse à la première question. La deuxième réponse, et là, vous faites bien de me le dire, parce que je ne l'avais pas dit. Sachez que là, on est sur 9000 m² communaux constructibles. Et que nous avons décidé, et le plus on va l'approuver lundi soir en conseil municipal, de le rendre naturel. On se coupe la possibilité de construire sur ce site-là. D'accord ? Voilà. Pourquoi les arbres ont été coupés ? On en est les premiers, Marie. C'est qu'ils ils ont été touchés par le scolite et qu'ils étaient tout roux et il a fallu que nous les abattions. Voilà. Mais ce site-là va rester naturel et ne sera pas constructible. On enlève la possibilité de constructibilité sur ce site. Et est-ce que vous comptez l'aménager, le réarborer, le végétaliser ? Oui, on comptait le faire, on compte le faire, mais dans le cheminement que nous souhaitions ouvrir à côté du lotissement du hameau de Bretoul, pour lequel nous aurions dû avoir l'autorisation et que nous n'avons pas eu, il y avait l'idée de faire une servitude de tréfonds et que nous puissions avoir de l'eau qui vient du forage de Rampal, qui aurait permis l'irrigation des arbres que nous aurions plantés dans ce bosquet en question, voire aux abords du tennis. Le fait que nous n'ayons pas cette autorisation, on va peut-être y revenir, on va peut-être leur demander la servitude de tréfonds, peut-être qu'ils accepteront, ça rend difficile. Parce que l'idée c'était de planter des oliviers, du coupe-feu, pour protéger les habitants et les habitations. Voilà. Donc, si on a de replanter, on souhaite replanter, mais on ne replantera pas n'importe quoi et n'importe comment. S'il n'y a pas d'eau et si les arbres après meurent, ça sera compliqué. Encore une question. Est-ce que ça va être clôturé, la résidence, le projet ? Oui. Avec des portails d'accès. Écoutez, il y a déjà une clôture, il y a un mur qui est existant en fait contre. On va peut-être le remplacer ce mur-là. On verra ce qu'on peut en faire ou pas. Mais oui, ça sera clôturé. Après, on n'a pas décidé si on fermerait par un portail ou pas. C'est encore en discussion. Aujourd'hui, le projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train encore de travailler dessus et on n'a rien n'est encore complètement figé. D'accord. Et au niveau des logements sociaux, est-ce qu'il va y avoir après un bailleur social qui va les prendre en charge ? Oui, bien sûr. Oui, c'est déjà fait. D'ailleurs, c'est vu avec l'établissement public foncier.
Ça sera Logis Provençal. Logis Méditerranée, je m'excuse. Ce sera Logis Méditerranée qui va d'ailleurs faire l'opération des 10 logements sociaux dans l'ancienne carrosserie de l'Érard au pied de Bertheric. Et d'ailleurs, il fait ça parce qu'il fait Rampal. S'il n'avait pas fait Rampal, il n'aurait pas pu économiquement faire. Donc il fait coup double. Voilà. Et nous, on fait coup double aussi. Voilà. Et puis on essaye d'avoir. On ne veut pas être. On ne veut pas qu'il y ait un bailleur monopolistique à Ramantan. On aime bien travailler avec plusieurs bailleurs. Donc on a Grand Delta Habitat, on a Famille et Provence. Enfin, oui, on a Famille et Provence. Et là, on aura ce nouveau bailleur. Et voilà, on dissémine un petit peu les bailleurs. Allez, encore une ou deux questions. Allez, monsieur. Si le projet arrive à terme, il sortira de terre à quelle date à peu près? Je vais annoncer 2027. 2027. C'est bon? Bon, ben, je vous remercie et merci pour ces échanges.